Hello, hello les amis, on se retrouve à quelques jours après les championnats du monde indoor de Torun pour revenir un tout petit peu quand même sur certains temps forts de ces championnats du monde. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir un invité de luxe avec nous, Kevin Mayer. On va prendre le temps un petit peu de revenir sur l'heptathlon, notamment le record du monde de Simon et Hammer, en parler avec Kevin. On va parler un petit peu du saut à la perche aussi, du Plantis, Caralis, ce duel qui s'inscrit dans l'avenir vraiment de la discipline. Et on reviendra aussi sur Kili Hodgkinson qui a été incroyable et Devine Charlton notamment sur le 60 mètres féminin. Pour tout savoir sur ça, pour tout comprendre sur ce qui s'est passé au championnat du monde à Torun, installez-vous bien. Vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Avant d'entrer dans le détail de ce débriefing des championnats du monde indoor et les épreuves qui nous ont le plus marqué et impressionné à nous trois, tout le monde est curieux, Kevin, où tu en es dans ta préparation. Tu reviens d'un stage, on le sait, de plusieurs jours en Guadeloupe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le travail que tu as effectué, dans quelles conditions, est-ce qu'il a fait beau aussi, et surtout nous dire les séances et les épreuves qui t'ont donné le plus confiance pour la suite de ta saison. Ouais, salut à tous, salut Stéphane, salut Alex. Ouais, je reviens d'un stage de Guadeloupe qui s'est super bien passé. J'avais à cœur de reprendre beaucoup d'athlétisme là-bas. J'ai fait beaucoup de préparation physique avant d'aller là-bas pour pouvoir être prêt et profiter du beau temps, de l'air marin qui me réussit beaucoup pour pouvoir faire de l'athlé à grosse intensité et j'ai pas été déçu. On a fait vraiment 15 jours à fond et ça s'est super bien passé. Il y a encore beaucoup de chemin pour prétendre à faire un décathlon de très haut niveau. Et je veux pas revenir au décathlon avant d'être à très haut niveau, donc ça prend beaucoup de temps. Mais il y a beaucoup de feux verts qui montrent que brique par brique, je commence à être très résilient et à prétendre à pouvoir faire un beau décathlon. Bon, ça c'est la bonne nouvelle pour tout le monde, pour tous tes fans, j'imagine. Et puis Kevin, en revenant de ton stage en Guadeloupe, directement, t'as directement enchaîné avec les championnats du monde en salle de Torun. Le timing était parfait. Ça t'a permis de regarder un petit peu ça en récupérant du décalage horaire. Déjà d'un point de vue global, Kevin, comment t'as trouvé cette édition des championnats du monde de Torun? Est-ce que t'as pris plaisir à suivre? Et après, on viendra un petit peu sur les perfs et certainement la perf qui t'a le plus marqué. Mais d'un point de vue global, est-ce que tu t'es régalé devant ta télé? Alors moi, je me suis régalé pour les performances qu'il y a eu, pour l'ambiance qu'il y avait à Torun. J'ai fait les championnats d'Europe là-bas, c'est quand même une belle salle et ouais, comment dire, de revoir cette salle et de revoir des performances dedans, c'était super cool. Mais aussi parce que franchement, enfin comment dire, la diffusion France TV était très quali. Bon, ils avaient pas forcément les droits, donc on était sur le canal international, mais ça, plus à côté, je mettais sur mon portable les concours que j'avais envie de suivre à côté, notamment la perche, la longueur, etc. Ça faisait deux écrans qui me permettaient de suivre mieux que d'habitude, j'ai l'impression. Et puis, je trouve qu'il y avait un beau duo avec Diegana et Benoît Durand, donc c'était vraiment plaisant, ouais. Franchement, on s'est régalé, ça c'est sûr. Et Kevin, est-ce que toi, tu as une épreuve qui t'a le plus marqué, le plus impressionné, celle que tu as suivie? Je suppose que c'est l'heptathlon avec le record du monde de Simon Hammer, exceptionnel record pour le Suisse. Est-ce que tu as tout suivi? Qu'est-ce que tu en penses de cet athlète ultra talentueux, ultra coureur sauteur? On va en parler aussi sur ce débrief. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah bien sûr, hein. En tant qu'hétathlonien, quand il y a un record du monde qui se passe dans la discipline, surtout c'est une personne que j'apprécie, avec qui j'ai fait beaucoup de compétitions, notamment à Torun en 2021 où il avait fait zéro à la perche, c'était son premier grand championnat chez les grands, donc c'est une personne que je suis depuis longtemps, que j'adore par ses performances, mais aussi par sa manière de faire les choses, c'est-à-dire il a toujours le sourire, il est toujours bienveillant, etc. Donc c'est un plaisir de le suivre et tout simplement chaque année il progresse. Pas forcément dans les disciplines où il s'est spécialisé un petit peu au 100 longueur. Moi j'allais dire sur les haies, mais si, il vient de péter son record sur les haies, donc si, sur les haies. Non, c'est une personne qui chaque année nous impressionne un petit peu plus jusqu'à atteindre un niveau exceptionnel. J'ai fait une story dimanche en disant que pour moi les 6700 c'était
C'était que les extraterrestres qui pouvaient le faire, mais c'est la première fois que j'ai le sentiment que lui, et pourquoi pas d'autres, pourraient petit à petit venir titiller cette barre. Lui, il en est vraiment plus loin puisqu'il est à 30 points. Et notamment d'autres qui arrivent. Je pense aussi, hors des championnats du monde, à ce petit jeune qui a gagné les NCAA en faisant 6503. Vous allez me rappeler son nom parce que je suis toujours nul pour ça. Mais Bear, je crois vraiment, qu'il s'appelle. c'est incroyable le niveau qu'il y a depuis à peu près 2 ans en heptathlon. Cette densité qu'il y a autour des 6500 points et plus, c'est incroyable et je me suis régalé à regarder Simon. Ouais, toi, Kevin, en 2017, quand tu fais 6479, tu deviens le deuxième performeur de tous les temps. Et maintenant, tu es presque relégué. J'ai pas l'info exacte là, je l'ai pas cherché, mais Je tu es crois que presque je à suis la toujours dans les dixième place. 10, mais je suis T'es, pas je crois loin. que t'es 8 ou 9e, ouais, c'est Ouais. incroyable la densité qui s'est créée ces dernières années. Et bon, on va rappeler quand même que l'ancien record du monde, du coup, c'était Ashton Eaton, la légende, je pense pour nous tous, Ashton Eaton, qui le détenait avec 6645 points. Il a fait ça en 2012. Là, et Hammer qui fait 6670 points, donc il le bat quand même. Pas de beaucoup, mais pas non plus de rien du tout. C'est presque une barre au saut en hauteur de marge ou une barre au saut à la perche de marge. Donc c'est pas rien. C'est très très fort ce qu'il a fait et Hammer. Et là où moi ça m'a le plus choqué, Kevin, et ça va faire écho avec ce que toi tu avais pu faire en 2018 quand tu fais le record du monde à Talence, c'est que je me suis amusé à calculer l'optimisation de son heptathlon en termes de pourcentage de ses performances. Il est à 97,8% de ses records. C'est Ouais. incroyable. Toi, tu étais à 97% sur ton record du monde à Talence. C'était déjà exceptionnel. Parce que ça, c'est des choses qu'on voit chez les cadets. C'est des gars qui battent leur record assez facilement, on va dire, quand on est cadet, peut-être junior. Mais après, on a des records et c'est plus compliqué de les battre en grand championnat, en épreuve combinée. Notamment, on en a 7 ou 10, suivant si on fait l'hepta ou le déca. Lui, il a réussi à être à 97,8 de son niveau en pourcentage. C'est incroyable. Vraiment, les planètes se sont alignées un peu comme toi lors de ton record du monde au déca. Même si avec 3 épreuves de plus, on va pas se cacher, c'est encore plus dur d'être proche du 100% sur un décathlon que sur un heptathlon. Ouais, c'est clair. C'est sûr que je pense que le pourcentage en heptathlon doit être, si on fait la moyenne de ceux qui ont fait les plus grandes performances, doit être un peu plus élevé parce que c'est plus dur quand t'as 3 épreuves de plus. Mais c'est sûr qu'il a volé sur un nuage, que c'est très rare d'atteindre au-delà des 95% de ses records en épreuves combinées. Et là, on parle de perf où le mec aurait pu être en finale sur les haies, se battre pour une médaille sur les haies. On parle d'un mec qui fait souvent des médailles en son longueur internationale. Donc on parle pas de perfs qui sont faciles à reproduire en épreuve combinée. On parle de perfs absolus qui seraient valorisés même chez les spécialistes. Donc faut mettre vraiment en avant ce que Simon et Hammer a fait parce que c'est un grand sprinter, un grand sauteur. Et putain, qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse un stage de lancer, franchement. Bon, après, qu'est-ce que j'aimerais? Franchement, il fait un stage de lancer, il m'explose au décathlon, là. Il y a plus à réfléchir parce que avant il était pas très bon à la perche et maintenant il fait 5,30. Il y a vraiment plus que ça qui ne lui permet pas d'être un très, 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 très grand décathlonien. On parle beaucoup des performances. Est-ce qu'on peut revenir aussi, Kevin et Alex, sur un peu cette zone, le flow? On a eu l'impression qu'il était complètement là où il fallait, au moment où il fallait, à l'endroit où il fallait, dans chacune de ses épreuves, dès le 60 mètres. Il a dominé complètement cette compétition de A à Z. Il était là et il était seul au monde. On pensait qu'il allait avoir peut-être avec Baldwin ou Garland mais un duel annoncé, mais pas du tout. Dès le 60 mètres, il fait quand même, on le rappelle, 6,69, ça fait 1013 points, là où Eaton avait fait seulement, entre guillemets, 6,79. Et dès cette première épreuve, on s'est dit, ok, le gars, il est là où il faut, dans le flow. On sait que toi, Kevin, tu l'as déjà ressenti lors de ton record du monde, et peut-être pas qu'à ce moment-là, mais comment ça se passe quand on est vraiment dans le truc? Ouais, bah, tout simplement, quand tu commences par la première épreuve au décathlon ou à l'heptathlon, c'est un sprint. Et si tu exploses ton record ou si tu fais un très très bon temps,
Ça te permet d'être sûr que tu es assez explosif et assez en forme pour exploser tout le reste. Donc ça te met en surconfiance et bah lui on le connaît hein. On en parle souvent avec Alexandre à l'entraînement quand on parle de Simon et Hammer et de comment il attaque les haies. On n'a jamais vu quelqu'un qui avait autant la tête brûlée. Donc il suffit qu'il fasse un 60 mètres pour le mettre un petit peu en confiance pour que bah il baisse la tête et qu'il la relève jamais quoi. Il y va comme un buffle du début à la fin et sur les haies il attaque comme un taré. Il a limite un appui qui part en cacahuète à la fin, mais il en a rien à faire. C'est quelqu'un qui se pose aucune question et qui a juste besoin du petit déclic de se mettre en confiance pour que tout se passe bien. Et chaque année, on se fait la réflexion. euh, Au début, il y avait toujours une petite épreuve qui allait pas, il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Il était très impulsif, on allait dire. Mais là, on le voit impulsif et que de manière positive. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, il y a d'énergie négative qui ressortent de lui. Et on l'a vu à Godis l'année dernière quand il a pété le record de Suisse en décathlon. Et on le revoit là, il est vraiment sur un nuage en ce moment. Et ouais, je suppose que tu veux qu'on parle de ce qu'on appelle la zone. Ouais. C'est-à-dire que bah, le mec a des jambes en feu, ça le met sur un nuage. Et à partir de là, c'est juste de l'expression physique pure. Et je peux vous dire que quand on ressent ça, c'est un plaisir incroyable. Et il l'a même dit en interview, hein, quand on lui a demandé s'il était content, il a dit, mais là, si j'étais pas content, je serais le plus bête du monde parce que ça se voit qu'il marchait sur l'eau, quoi. Ouais, c'était vraiment, vraiment incroyable. Et pour revenir sur ce que tu as un petit peu évoqué tout à l'heure avec le décathlon qui est qui est beaucoup plus compliqué pour Simon et Hammer. Hein. Sur l'heptathlon, voilà, il a le record du monde maintenant. Sur le décathlon, il reste un décathlonien de bon niveau, mais il vient pas, pour l'instant en tout cas, jouer avec les tout meilleurs. Je me suis aussi là amusé un petit peu à calculer si on prend tous ses records. Sur le décathlon, avec les nouvelles performances mises à jour, bon là tu me diras, il n'y a pas grand-chose qui a été mis à jour parce qu'il n'a pas battu de record convertible en décathlon, mais en tout cas il arrive à 8 965 points. Et j'ai presque envie de dire seulement 8 965 points avec tous ces records. Et tu as vraiment bien mis le doigt dessus, c'est que ce qui lui coûte vraiment cher dans ce total, qui reste un très bon total, hein, mais déjà faut arriver à le mettre bout à bout. On l'a dit, c'est quasiment impossible à ce niveau-là. Là, il était à 97,8. S'il arrive à faire 95% de ça, ça sera déjà excellent. Et donc 8 965 points, mais il a des perfs à moins de 56 mètres au javelot, 55 mètres 98 et 42 mètres 72 au disque. Donc comme tu disais tout à l'heure, il va falloir vraiment qu'il s'achète des lancers, qu'il aille faire des stages à droite à gauche, je sais pas où, mais s'il progresse par contre, ça va devenir un concurrent très sérieux pour les médailles au décathlon également. Et juste à titre de comparaison, je me suis un petit peu amusé aussi. Donc lui, il a 8 965 points si on cumule tous ses records. Toi, tu es à 9 513 points. Donc il y a quand même beaucoup d'écart sur vos records mis bout à bout. Mais on le sait, tu vois, toi, 9 513 points et 9 126, il y a quand même 400 points d'écart à peu près. Donc ça veut pas dire que Hammer va faire 8 965. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il pourrait se rapprocher des 8007 et peut-être aller flirter avec les 8008. Et quand on sait que le titre olympique s'est gagné à 8796, voilà, il va commencer, je pense, à rentrer dans le game pour les médailles internationales. Euh, et c'est tout ce qu'on lui souhaite parce que tu l'as dit, Stéphane, Kevin, pardon, au-delà des performances, l'état d'esprit de Hammer est incroyable. Ouais, complètement. Et c'est sûr que au décathlon, si on commence à calculer tous les records de plein de gens, on prend un Brian Clay dans les années 2000-2010 qui était à plus de 9600. Ashton Eaton était dans les mêmes dans- environ dans les mêmes dans la même zone. Donc il faut quand même de la marge. Il faut quand même de la marge par rapport à ces records. 5%, c'est énorme. Donc, on peut pas espérer faire un décathlon à 100%, ça s'est jamais vu, à part, comme tu l'as dit, chez les minimes, chez les cadets, quand ils commencent. Donc, et Hammer, pour l'instant, est pas encore un décathlonien, mais par contre, il a l'esprit du décathlon. Et tu vois qu'il est beaucoup plus souriant quand il fait des épreuves combinées que quand il fait de la longueur. Il a vraiment l'esprit du décathlon. Et on aimerait le voir plus loin.
Après, je vais pas vous cacher que moi, il y a beaucoup de décathloniens qui n'ont pas compris la technique des lancers et ça me permet de garder mon record du monde beaucoup plus longtemps que prévu. Donc, je vais pas me plaindre non plus. Mais c'est vrai que c'est vraiment la bête noire des décathloniens, c'est lancer. Cet apprentissage technique qui est vraiment très compliqué. S'envoyer en l'air dans un saut en longueur ou dans un saut en hauteur, c'est quelque chose de très naturel. Réussir à mettre toute l'énergie qu'on a dans un objet, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est ça qui pose beaucoup, beaucoup de problèmes, comment dire, aux décathloniens, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire cette dissociation du bas et du haut pour renvoyer toute l'énergie dans les engins. Et je vais pas en dire plus, sinon je vais leur donner trop de tips et ils vont battre mon record du monde trop vite. Moi, j'ai quand même un mais, hein, les gars, sur Simon et Hammer, parce qu'il est champion du monde, il est recordman du monde de l'hepta. Mais, moi, j'ai un mais. Kevin, tu vas nous dire ce que t'en penses, mais l'année dernière, il a fait 14 ou 15 compétitions avec un planning ultra serré, plus certainement des stages, plus des séances intensives, etc. Est-ce qu'il n'est pas en train peut-être, entre guillemets, de se cramer, parce qu'on parle de 14 à 15 compétitions, ou 15-16, je sais plus exactement, avec des fois un DK, des fois un hepta, des fois 3, 4, 5 épreuves. Est-ce que ça fait pas beaucoup pour préparer un plan de carrière? Toi qui fais un peu moins de compétitions que lui, qu'est-ce que t'en penses de ce planning qui me paraît être très chargé? En tout cas, c'est mon avis. Alors, on peut pas lui en vouloir, il est pratiquement jamais blessé C'est vrai. et il fait des perfs incroyables. Donc, comme on dit, hein, la jeunesse prime, quoi. C'est le mec qui y arrive, donc il y arrive. Oui, c'est C'est sûr. vrai que quand une fois, j'avais fait un podcast avec Ashton Eaton et Roman Schuberley. Roman Schuberley faisait que de nous dire, mais pourquoi vous faites pas plus de compétitions? Vous aurez plus de chances de battre le record du monde. Et avec Ashton, on lui répondait, bah écoute mec, on peut pas, nous. Je sais pas comment tu fais, parce que nous, on peut pas. Il y en a qui arrivent à enchaîner. Euh, il y en a qui ont le système nerveux. On n'est pas tous égaux, tout simplement. Et donc, je peux pas donner trop mon avis sur Hammer parce que Ok. moi, j'enchaîne les blessures depuis où j'ai commencé l'athlétisme. Donc, je me suis toujours surprotégé. Et j'ai toujours essayé de faire en sorte de slalomer entre ces blessures. Lui, il a pas l'air de slalomer. Il a l'air de foncer Pour le droit. Et moment. pour l'instant, il se prend pas de mur. Donc, je peux pas lui donner tort là-dessus. Je ferais pareil que lui si j'étais à sa place parce qu'il se régale. Ouais, c'est vrai. Et la passion du sport, c'est ça aussi, hein. C'est qu'il a envie de faire tous les championnats, il a envie de faire les épreuves combinées parce qu'il adore ça, mais aussi la longueur parce que il a le niveau pour aller chercher les meilleurs. Donc, est-ce que ça va durer? Je sais pas. Est-ce qu'il a le recul de se dire qu'au moment où il y aura des petites tensions, il va relâcher un petit peu? Je sais pas non plus. Mais je peux que lui souhaiter d'avoir une carrière longue parce que je pense qu'il peut encore continuer de progresser petit à petit s'il se blesse pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Simon et Hammer, c'est un bon gros heptathlonien. Franchement, là, il a inscrit son nom sur les tablettes. Il nous a fait vraiment passer un week-end de fou parce que on l'avait vu venir dès les deux premières épreuves, hein. On l'avait annoncé dans la chambre d'appel qu'il était sur la route du record du monde, mais encore faut-il le faire. Et il a fait une deuxième journée exceptionnelle avec record perso sur les haies, record perso au 1000 mètres et 5 mètres 30 à la perche, là où son record c'est 5 mètres 35. Il pouvait pas faire mieux le deuxième jour quasiment. Donc vraiment très très grand champion. La question qu'on se pose maintenant, c'est pour la saison estivale aussi, est-ce qu'il va jouer la carte du décathlon? Est-ce qu'il va se concentrer sur la longueur et les haies l'été et peut-être se focaliser sur l'hepta l'hiver? On est en droit de se poser la question parce que c'est compliqué de tout faire quand même au championnat d'Europe. S'il fait décathlon plus longueur, faudra voir aussi le planning, le timetable. Mais voilà, c'est la question qu'on va voir. Il va certainement faire Godzis et après on verra s'il fait le grand championnat. Mais on a déjà hâte de le voir sur décathlon, mais hâte aussi de le voir en longueur parce que rappelons-le quand même, il a un record à 8,45 m. Il l'a fait en épreuve combinée d'ailleurs. 8,45 m, son record personnel. Et avec 8,45 m, il aurait été sur le podium de ces championnats du monde. Donc il peut vraiment jouer les médailles dans les deux disciplines. Et peut-être même qu'il a plus de chances d'avoir des médailles sur la longueur que sur le décathlon l'été. Donc il va falloir qu'il fasse des paris. C'est quand même une chance d'avoir ces plusieurs cordes à son arc, Kevin. J'imagine que quand on est athlète, ça fait kiffer d'aller s'amuser avec les spécialistes.
Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais comme on disait tout à l'heure, je trouve que c'est quand même vachement un décathlonien. Et comme tu l'as dit, il a fait son record à la longueur en décathlon. Et à chaque fois qu'on le voit dans un championnat à la longueur, on le trouve un peu moins explosif, un peu moins pétillant que lors de ses concours de longueur à Godzis où t'as l'impression que bah, lui et d'autres d'ailleurs, hein, on se rappelle de Damian Warner aussi qui avait fait un plus de 8,30 aussi à Godzis. C'était un concours de dingue. Il a, je sais pas, il a l'air de d'être plus stimulé par le fait de marquer des points à la longueur que par le fait d'aller loin et gagner des médailles à la longueur. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un décathlonien dans l'âme et que j'aimerais qu'il apprenne les lancers pour vraiment s'émanciper dans le décathlon parce que on le sent moins comment dire, moins vivant dans la longueur. Je suis sûr que c'est pas de son fait. Il donne tout à la longueur aussi, mais il a une connexion spéciale avec les épreuves combinées qui fait qu'il est meilleur quand il s'exprime en décathlon. Ouais, du coup, Kevin, bon, pendant qu'on te tient, on va continuer de parler d'épreuves combinées. Il y avait également le pentathlon féminin ce week-end, c'était dimanche. Et bah moi j'avais annoncé le record du monde de Hannah Hall, donc comme tu peux le voir, j'ai eu tout faux. Mais le jour où elle mettra bout à bout, elle aussi, ça risque de faire vraiment très très mal, que ce soit sur le penta ou sur l'hepta. Mais là, elle s'est fait battre par une néerlandaise, Sophia Docteur, qui a réalisé un pentathlon parfait. Est-ce que tu as suivi toi ce pentathlon également, Kevin, et qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération? Parce que bon, Anna Hall, on peut quand même dire que c'est un peu la nouvelle génération, même si ça fait quelques années qu'on la voit. Cette Sophie Docteur, pareil, c'est une nouvelle génération. L'année dernière, c'était la Finlandaise Vaninen qui avait gagné les mondes avec pareil des très belles perfs autour de 4900 points. J'ai l'impression, en tout cas c'est mon avis personnel, que on avait une très belle génération avec Katharina Johnson-Thompson, avec Nafisa Toutiam, et que la relève, elle met un peu du temps à venir là, mais j'ai l'impression qu'elle va être capable d'aller faire les 5000 points également régulièrement en salle et proche des 7000 également sur l'hepta. Ouais, il y a une très belle densité, une très belle jeunesse à l'heptathlon. C'est sûr que c'était pas, bah, c'est sûr que la néerlandaise fait un hepta presque parfait, mais c'est vrai que au début, on regarde pratiquement que Anna Hall parce que moi aussi, je pensais au record du monde, surtout qu'on venait de voir Simon et Hammer, donc on pensait qu'à une chose, on se disait bon, bah, va y avoir deux records du monde aux épreuves combinées, ouais, ça va mettre la lumière sur les épreuves combinées, ça va être incroyable. Et c'est vrai que bah, demi-teinte pour Anna Hall et la néerlandaise qui fait un hepta parfait et au final ça se gagne en 4008. Et c'est vrai que bah, on n'est pas impressionné par la perf, mais on est quand même pas si loin que ça du record du monde. Et on peut quand même se dire qu'il y a de plus en plus de densité. Avant, je me rappelle que dans les années de 2010 à 2020, quoi, on pouvait gagner avec 4006, 4007. Maintenant, c'est jamais en dessous de 4008 et on voit beaucoup de filles qui se rapprochent des 5000 et le record du monde n'est qu'à, entre guillemets, 5000 et quelques. Donc, c'est un des records du monde qui est le plus envisagé, enfin, enfin, comment dire, qui est le plus envisageable par le plus d'heptathlètes par rapport à d'autres records du monde qu'on voit intouchables dans l'athlétisme. Donc, j'ai hâte de voir les prochains pentathlons. Ça va être hyper intéressant et à l'heptathlon aussi parce que c'est quand même deux épreuves qui se rapprochent plus qu'à l'heptathlon. Que l'heptathlon et décathlon chez les mecs. Nous, on a quand même le disque, le 400 mètres en plus, un 1500 mètres à la place du 1000 mètres, donc c'est pas du tout la même chose. Chez les filles, c'est quand même quelque chose qui se rapproche vachement. Le 800 mètres reste le 800 mètres, il n'y a que le javelot Et et à le 200 200 mètres mètres. qui se rajoute, donc c'est à peu près pareil. Moi, j'ai l'impression que cette nouvelle génération, elle va être aussi portée par les plus jeunes et on le voit, les bilans juniors, cadettes manquent un peu de densité. Il y a quelques années, c'est notamment en 2023, il y avait une Croate, je sais pas si vous vous souvenez, qui avait marqué un peu les esprits, qui après s'est blessée, c'était Jana Kozak, qui avait fait quasiment 6300 points en junior avec des grosses perfs, notamment à la hauteur 1m92. Et après, ça a été un peu la descente aux enfers pour elle, avec de nombreuses blessures. Et j'ai l'impression que les cadettes, les juniors s'entraînent peut-être un peu trop parce que c'est, entre guillemets, hein, sans les dénigrer, un peu plus facile que chez les messieurs avec l'hepta ou le DK.
Du coup, on a des performances de très haut niveau chez les juniors. Et après, ça met du temps à se mettre en place. Mais j'ai l'impression quand même que cette nouvelle génération va mettre en place des nouvelles choses, mais ça va mettre un temps fou. Donc moi, je suis un peu plus réticent sur les records. Peut-être que ça va mettre un peu plus de temps. J'ai l'impression. Bon, Anna Hall va te faire mentir. Tu crois? Je sais pas. On va garder les images là, on va garder le sonore. Parfait. Et on le ressortira quand Anna Hall l'aura mis bout à bout. Parce que je me suis pas amusé à le faire, mais Anna Hall, si tu mets bout à bout tous ses perfs, elle explose le record. Bah si, d'ailleurs, j'en avais parlé dans le preview quand on avait parlé dans le preview pour les championnats du monde. Si on met tout à bout, ça fait 5283 points Anna Hall. Là où le record du monde est à 5055. Sur le Penta, ouais, effectivement. Après, sur l'Hepta, ça va dépendre aussi de sa planif, etc. On sait que l'année dernière, elle a couru, elle a sauté beaucoup. Et ça a pas été le record facile. est vraiment très haut perché, mais au Penta, 5055 Nafisa Toutiam, et elle, donc si on met tout bout à bout, 5283. Mais on sait que bon, par contre, si je m'étais amusé à calculer, si on met bout à bout ce qu'elle a fait ces 12 derniers mois, Anna Hall, ça fait quand même 5172 points. Ouais, c'est costaud. Donc c'est pour ça que j'avais annoncé le record du monde. Ouais. Elle m'a fait mentir alors que putain, elle est trop forte. Elle va être trop forte alors. Mais les épreuves combinées, c'est fin, c'est beaucoup de petits détails et je pense que ça va mettre du temps. Bon, on passe peut-être, messieurs, à la star, en tout cas la star qui a été annoncée, la plus médiatisée de ces dernières années, c'est Armand Duplantis, record des championnats, il faut le souligner, pas record du monde lors de cette édition, mais quand même, 4e titre mondial consécutif, c'est évidemment exceptionnel, 6,25 m. Et moi, Kevin, j'ai envie de commencer par une stat, et tu vas me dire ce que t'en penses, mais apparemment, il arrive à 10,3 mètres secondes au moment de buter sa perche. Et apparemment, et je dis bien apparemment, c'est des photos sur des forums qu'on voit de plus en plus sur les forums américains, il prendrait 5,10 mètres sur sa deuxième main. Donc quasiment au bout de sa perche. Qu'est-ce que tu en penses de ces deux données, 10,3 mètres secondes et 5,10 mètres sur sa deuxième main? C'est sa main droite, c'est la main la plus haute? Oui, la main la plus haute. Il a une perche de 5,25 et il prend un levier de 5,10. Apparemment. Ouais. C'est pas le levier est pas si impressionnant que ça. Je pense que ce qui parlerait beaucoup, c'est son poids par rapport à la dureté de sa perche, qui fait qu'il y a un renvoi exceptionnel. 81 kilos pour une 11,6. Ouais, voilà, c'est n'importe quoi. Quand on compare avec Caralis, même si Caralis prend des perches plus grosses, ça n'a rien à voir parce que là, le renvoi qu'il a, le mec, c'est n'importe quoi. Et il a tout compris. Il a tout compris depuis le début. La perche, c'est deux facteurs. La technique, la capacité à se mettre dans la perche pour que tout le renvoi de la perche soit effectué à la verticale et qu'on ait un point haut le plus haut possible. Et ensuite, c'est la capacité à aller très vite et impulser très fort pour plier les plus grosses perches possibles et les plus longues perches possibles. Et c'est là que Duplantis, il plie tout le monde. Il arrive tellement vite, il est tellement haut à l'impulsion qu'il peut plier des perches qui, au niveau du rapport poids-puissance, son poids et la puissance de la perche, explose tout le monde. Et franchement, le concours, il passe ses 4 barres à plus de 6 mètres au premier essai. Ça a l'air facile. Et j'en discute avec Alexandre depuis très longtemps. Et il n'est pas d'accord avec moi. Mais qu'est-ce que j'aimerais on veut savoir. Un Red Bull, un Puma, propose à chaque centimètre, on rajoute 1 million. Et il tente des barres qui sont à son vrai niveau. Parce que je suis désolé, quand il bat le record du monde au premier essai, là il passe 6,25 m au premier essai, après avoir passé 3 fois plus de 6 mètres, donc beaucoup de fatigue, il a un niveau beaucoup plus élevé que le record du monde. Et d'un point de vue passionné, je suis désolé, j'ai qu'une envie, c'est de le voir accomplir la plus belle performance qu'il peut accomplir. Et plus on attend, moins il a de chances d'y arriver. Je dis pas qu'il va se blesser, je dis pas qu'il va vieillir vite, je dis pas ci, je dis pas ça. Mais le fait d'aller de centimètre en centimètre, bien sûr, ça rajoute du spectacle à chaque fois qu'il le fait. Bien sûr, c'est bien pour le public, c'est bien pour ci, c'est bien pour ça. Mais je suis sûr qu'on peut créer quelque chose de spécial pour lui qui le pousse à essayer la barre la plus haute qu'il pense pouvoir passer.
Ah, directement et pas faire centimètre par centimètre. justement, juste sur ce sujet-là, j'ai peut-être des chiffres. Alors, ces chiffres-là, il faut les prendre entre parenthèses, mais c'est ce que j'ai pu avoir. Apparemment, World Record Bonus, ce serait 100 000 dollars. Je parle pour lui. 100 000 dollars, c'est ce que j'ai. Apparemment, il aurait signé un contrat avec Red Bull à 500 000 dollars par an. Puma équipementier, j'ai entre 150 000 et 200 000 par an. C'est ce qui paraît être à peu près son budget là, mais ça veut dire que Red Bull, il a un budget à l'année. Donc je pense qu'il se sert de ce budget à l'année pour le tenir. Mais effectivement, s'il lui donne 1 million ou 500 000 dollars par record, là je pense qu'il va aller chercher Non, je beaucoup parle plus. par centimètre, moi. Ah, par En fait, centimètre. Ok, Donc ok, il je tente dis, je tente 6,40, ok. 5,40, je tente 6,40, j'ai 10 9 centimètres de millions. plus, c'est 10 millions. Non, mais Donc ça ouais, 9 multiplie millions. sa prime. Ok, ok, Je suis incroyable. désolé, c'est à un moment donné, si on veut, Ouais, enfin, si on est, je veux dire, imaginez si Usain Bolt, il avait eu l'occasion de faire ça, ça se trouve, on n'aurait jamais vu les 9,58 de fou à Berlin. c'est vrai. S'il avait eu l'opportunité de faire à partir de 9,65, 64, 63, t'imagines toutes les courses que ça fait, toutes les opportunités qu'il aurait pu avoir de courir plus bas. Il a couru à fond et on a eu la perf absolue. Et j'ai peur, je, je dis pas que ça va s'arrêter avec Armand Duplantis, hein, je lui souhaite de continuer très longtemps, il est jamais blessé, il a une posture incroyable, même s'il est un tout petit peu bossu, mais ça c'est pas très grave. Et il a une souplesse de hanche, une qualité de pied qui montre qu'il peut durer encore très longtemps. Il n'y a aucun souci. Mais qu'est-ce que j'aimerais, rien que d'un point de vue du système nerveux, pour son cerveau, le fait qu'il tente des barres très hautes, genre 6,40 m, 6,45 m, je sais pas ce qu'il pense valoir, permettrait à son cerveau de s'adapter à ces hauteurs et de passer plus haut plus tard. Et en fait, c'est ça que je trouve dommage, c'est que à cause du spectacle et à cause de l'argent, on en oublie un petit peu la performance absolue, la beauté du sport qui est d'aller chercher le plus haut possible. Ouais, c'est Voilà, sûr. c'est mes arguments. C'est un débat qu'on a déjà lancé plusieurs fois dans la chambre d'appel. Donc n'hésitez pas en commentaire à venir donner votre avis si vous êtes d'accord ou pas avec Kevin et Je vous prends justifiez-vous un par surtout. un en octogone. Mais moi, Kevin, j'ai envie de lancer un autre débat sur Duplantis parce que tu l'as dit très justement tout à l'heure. La perche, il y a trois composantes, on va dire. Donc la vitesse, la technique et l'impulsion. L'impulsion. La vitesse, on a vu l'année dernière qu'il a été capable de faire un 100 mètres en 10,37. Il a battu Karsten Warholm. On pense même qu'il est, à mon avis, sa valeur sur 100 mètres se situe en dessous des 10,30 potentiellement. Voilà. Il en fait un ou Hmm. deux dans la saison. Il descendra sous les 10,30, j'en suis à peu près persuadé. La technique, c'est difficile à quantifier ou à juger. Par contre, on sait que l'impulsion du saut à la perche, elle est globalement similaire à celle du saut en longueur. Moi, j'aimerais voir Duplantis sur du saut en longueur. On voyait régulièrement Lavillenie faire aux interclubs faire du saut en longueur. Et je crois qu'il avait fait 7,40 m, autour de 7,40 m, ce qui était 37, 37, voilà. exactement. Hmm. Ce qui est très bien, mais j'imagine Duplantis, alors je veux pas dire de bêtises, mais je l'imagine à bien plus de 7,37 et et je sais pas, peut-être 7,80, ton record personnel, Kevin. Et toi, comment tu le vois Duplantis au saut en longueur? Parce que il va vite et il est capable d'impulser. Alors, il faut savoir que en tant qu'expert des trois sauts, l'impulsion de la perche est la plus douce. C'est-à-dire qu'on a cette petite sensation d'amorti dans la perche avec nos bras qui fait quand même que Renault, sa spécificité, c'est qu'il avait beaucoup sauté en longueur dans sa jeunesse et qu'il sautait chaque semaine en longueur pour s'améliorer à la perche. C'est pour ça que je sais pas si Duplantis il en a déjà fait et tout, donc il y a juste ce paramètre-là à savoir si techniquement et aussi nerveusement, parce que vraiment, je reviens là-dessus, c'est pas la même impulsion, c'est pas la même sensation. Il y a quand même une sensation de choc à peu près 2 fois plus intense en longueur que à la perche. Donc, il faudrait juste voir si il faudrait qu'il s'entraîne beaucoup avant qu'on le sache s'il en a jamais fait. C'est tout. Après, oui, il a largement les qualités, comme tu dis, pour faire, pour me défoncer, comme t'as bien C'est pas, voulu c'est pas ce que j'ai dit. le souligner. Non, et du coup, pour revenir peut-être plus, parce que là on parle de Duplantis essentiellement. Toi, Kevin, qu'est-ce que tu penses de cette
rivalité, parce que j'ai envie de l'appeler rivalité avant, parce qu'avant on voyait une ultra domination de Duplantis. Elle existe toujours, mais l'arrivée de Caralis à 6,17 m cette année, des tentatives à 6,31, des tentatives à 6,20, qui sont en plus loin d'être ridicules. Qu'est-ce que tu penses de cette rivalité? Est-ce que tu penses que ça va finir par faire des batailles équilibrées et que Caralis va un jour être capable de vraiment mettre en difficulté Duplantis? On a vu que là, il a essayé, il a fait des impasses à 6,10, à 6,15 pour essayer À de... 6,20? Non, il a tenté 6,20 Caralis. C'est Duplantis qui Il fait a, il a, l'impasse à 6,20. Et après, il fait il a pas l'impasse à tenté 6,20. une fois 6,25, Caralis? Il a tenté deux fois 6,25. Non, il a... Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté une fois 6,15, une fois 6,20, une fois 6,25 et il a failli passer 6,20. Je crois que c'était ça. Non, J'ai il a plus fait le. l'impasse à 6,10 et 6,15, ça c'est sûr et certain. Et après, il a dit, bon, bah vas-y, j'en ai marre. Ah non, c'est Duplantis qui a dit, vas-y, j'en ai marre qu'il fasse des impasses. Duplantis Ouais, a fait l'impasse à 6,20. Donc ouais. ça a poussé Caralis à sauter, parce que s'il passait, il passait en tête. Et Et après, Caralis fait impasse. ouais, après, il a fait l'impasse et il tente 6,25. Et Duplantis passe 6,25 et Caralis tente 6,25. Et c'est vrai Oui, que. et c'est là que Caralis se dit, bon, bah vas-y, foutu Ouais. pour foutu, je vais quand même tenter des sauts à 6,25. Non, mais ouais, ouais. Non, mais moi, je pense que Duplantis, au fin fond de lui, là, il s'est dit, c'est peut-être un des derniers concours où c'était aussi facile. Et je dis pas que ça a été facile, je pense que ça a été le concours le plus difficile pour lui depuis très longtemps. Et je pense qu'il se dit, en fait, moi j'ai un problème avec le saut de Caralis, c'est la profondeur du saut. Pour l'instant, c'est trop vertical. C'est-à-dire que sur un saut parfait où son point haut il est juste au-dessus de la barre, ça va passer. Et à 6,20, on a vu, ça a failli passer. Son point haut, franchement, il est à 6,40 en ce moment. Caralis, il prend un tronc, il l'aplie. C'est un peu bourrin pour l'instant, on va pas se cacher. C'est qu'il sait se mettre dans sa perche et tout ce qu'il y a avant, il court vite. Mais l'impulsion, elle va un peu vers le bas. Du coup, ça fait un saut un peu vertical. Et pour l'instant, bah, il y a de la marge au niveau de la hauteur, mais la profondeur, elle n'est pas encore là. Mais je pense que vraiment, l'inspiration qu'a pu transmettre Renaud Lavillenie, on la voit maintenant. La forme de son saut, sa manière de courir très vite. Il était petit, il n'était pas forcément hyper musclé. C'était un stéréotype qu'on n'avait jamais vu à la perche. Tout le monde disait qu'il n'y arriverait jamais. Il y est arrivé et ça a inspiré tellement de jeunes. Et je pense qu'on voit toute la génération qui a inspiré Renaud Lavillenie aujourd'hui. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais là, la perche a pris un tout autre niveau et mais quelle régalade de voir les concours en championnat ou en meeting. Il y a le niveau technique, tu parles, mais il y a aussi le niveau des barres. On sait qu'il y a 6 athlètes qui ont franchi déjà 6 mètres ou plus cet hiver. C'est le record absolu, ce n'est jamais arrivé, 6 athlètes à 6 mètres ou plus. Qu'est-ce que ça va être cet été? Alors on sait qu'il y a des contraintes qui peuvent être des contraintes, et les ultra spécialistes le savent, de vent. Le vent peut gêner aussi les athlètes, notamment au saut à la perche. Alors on pourrait se dire qu'au saut en longueur, triple saut, ça va aider. Pourquoi? À la perche, c'est si problématique et qu'on voit beaucoup de records d'Europe, records de France, records du monde et records de différentes nations faits en indoor et pas en outdoor. Bah, à part Duplantis, parce qu'il est trop facile à 6,30. Mais, C'est vrai. les autres sont gênés, forcément. Alors, des fois, il y a les conditions parfaites où tu as un peu de vent dans le dos, et là, ça peut être limite un peu plus facile qu'à l'intérieur. Mais à l'intérieur, tu as cette sensation d'avoir comment dire, une atmosphère un peu aseptisée de tous ces paramètres, et du coup, tu n'as plus du tout à, à t'en faire pour le vent, euh, même la pluie, le froid, le chaud. Les températures des salles, elles sont à la bonne température. En général, on va pas se le cacher aussi. En championnat et à Torun notamment, je pense qu'on est aussi un peu sur du tumbling. Il y a beaucoup de compétitions en tumbling, c'est-à-dire qu'ils sont sur des planches de bois au lieu d'être sur des pistes où la piste est posée directement sur du béton. Donc tous ces paramètres font, je pense, que c'est les conditions parfaites, idéales, tout l'hiver. Et l'été, tu as à faire avec beaucoup plus de paramètres qui peuvent changer tes marques, la perche que tu dois prendre, etc. Ça fait beaucoup plus de zéros, ça se pose beaucoup plus de questions. Et une perche, quand tu l'as dans la main et que tu as une petite hésitation au départ, c'est plus du tout la même course, c'est plus du tout la même impulsion. La perche avance pas de la même manière, tu peux moins te mettre dedans, etc.
Ouais, non, c'est sûr que les conditions en outdoor, il y a plus de paramètres et que ça demande de maîtriser tous ces paramètres, donc c'est presque pas le même sport des fois. Et il faut composer avec ces paramètres. Moi, je voudrais revenir sur les impasses qu'ont fait Caralis et Duplantis parce que je crois, j'en suis même persuadé, que c'est une première dans l'histoire du saut à la perche qu'un mec qui fait une impasse payante à 6,20 m. C'est-à-dire que Duplantis, il fait impasse à 6,20, ok, normal, et il franchit la barre d'après parce qu'on peut faire des impasses comme Caralis à 6,10, 6,15, 6,20 et ne pas franchir. Bah, ok, il y a eu du panache, mais il n'est pas allé au bout de son truc. Duplantis fait une impasse à 6,20 et il franchit 6,25 au premier essai. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Ça en disait tellement long sur sa domination. Bref, ça m'a choqué. Et j'ai une question pour toi, Kevin, parce qu'on a quand même un peu tous été peut-être que déçu, c'est un peu fort comme mot, mais on a tous été interpellés par le fait que Duplantis ne tente pas le record du monde à 6,32 du coup. Est-ce que tu penses que la raison c'est la fatigue parce que comme tu l'as dit, il a fait quand même 4 sauts à plus de 6 mètres, donc ça nécessite beaucoup d'influx nerveux, beaucoup de fatigue, ou et peut-être que c'est les deux choses qui sont mélangées au final, parce qu'il gagnerait plus d'argent s'il le faisait en meeting aussi. Ça c'est une possibilité à ne pas exclure. Alors, personnellement, je pense pas que ce soit le problème financier parce que quand tu le fais un championnat, t'as la prime de 50 000 $ en plus qu'a gagné Simon et Hammer. Mais t'as pas la prime du meeting, Euh, qui est supérieure à ouais, 50 000 $, suivant les meetings. j'en sais rien. Ouais, moi, au Decathlon, c'est pas pareil. On n'a pas Ouais, ouais, c'est vrai. on n'a pas ce genre de prime. Quand j'ai battu le record du monde, Decastar a été très très gentil avec moi et il y avait aucune prime de prévu et ils en ont créé une pour moi et c'était une belle prime. Hein, je m'en plains pas du tout. C'était une très belle prime même. Mais je sais pas ce qu'ils ont eux. Ouais, c'est peut-être. Ouais, t'as peut-être raison. C'est peut-être dans les 100 000 € ou quoi. Je crois que c'est 100 000 Mais euros suivant les meetings. C'est pas tous les meetings qui proposent les mêmes choses. mais je pense que vraiment là, Duplantis, pour le coup, qui a battu le record du monde à son meeting. C'était quoi? C'était il y a 10 jours, Ouais, 12 même mars. pas. c'était 12 10 mars, jours ouais. avant, 10 jours avant. Je pense qu'on se rend pas compte de l'implication nerveuse qui se met à lui-même pour être là présent à chaque compétition et la retombée nerveuse qu'il y a après un record du monde. Donc il a dû prendre cher il y a 10 jours. Il est revenu, il a fait 6 barres à 6 mètres, 4 barres à 6 mètres. Donc personnellement, je trouve qu'il a commencé bas en plus, il a commencé plus bas Ouais, que Caralis. 5,50. Donc, 5,50. donc ça fait beaucoup de sauts. Il y a eu des impasses, mais ça fait quand même beaucoup de sauts, même s'il y a eu un pass à 6 mètres, à 6 mètres 20. Franchement, je pense qu'il était cramé. Je pense qu'il était cramé et que bah, pour faire 6 mètres 32, fallait qu'il prenne la perche du dessus. Et que bah, c'est quand t'es cramé et que tu prends un énorme tronc, parce que je pense qu'il en prend des plus en plus gros, parce qu'il a de plus en... enfin, pour moi, depuis qu'il a fait 6 mètres 17, la marge n'a pas changé. Donc, il doit forcément courir plus vite et changer de perche. Donc, plus t'es fatigué, moins t'as capacité d'atteindre ta vitesse maximale à la fin de ta course. Plus la perche va être difficile à plier, plus c'est dangereux. Franchement, je pense tout simplement qu'il était cramé et je pense que Caralis l'a eu mentalement et nerveusement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faisait l'impasse, il y avait un impact sur Duplantis. Il devait passer 6,10, il devait passer 6,15 à 6,20. Il se dit, ouais, mais là, c'est pas possible. Bah, de toute façon, il va pas passer 6,20. Vas-y, je me repose un peu, quoi. Donc, je pense que c'était un beau championnat, quoi. Et comme tu le dis, il devait certainement, pour tenter le record du monde, prendre la perche du dessus. Et on voit déjà que son saut à 6,25, il touche la barre en retombant. Ça veut dire qu'il n'avait pas assez déplacé, entre guillemets. Donc, s'il devait prendre une perche du dessus, fallait qu'il court encore plus vite ou qu'il soit encore plus efficace ou qu'il rapproche les poteaux. Peut-être qu'effectivement, il était fatigué, il y avait une notion de danger aussi et qu'il a peut-être eu raison de ne pas le faire aussi. Ça aurait pu mettre en péril sa fin de saison et sa saison estivale. Donc, certainement que ces éléments ont dû être pris en compte par Duplantis. Bon, les amis, on a fait déjà un bon boulot sur les épreuves combinées et le saut à la perche. J'aimerais quand même qu'on discute un tout petit peu, si vous le voulez bien, de Kelly Hodgkinson, qui moi m'a rendu fou pendant ce championnat. Elle avait déjà fait le record du monde à Liévin sur le 800 mètres en faisant une 54,87. Elle avait pulvérisé le record du monde de près d'une seconde. Euh, au meeting de Liévin. Là, elle est arrivée en ultra favorite. La série, elle fait 2,00 toute seule devant. La demi, elle fait une 58 toute seule devant.
On savait qu'en finale, elle allait partir toute seule devant, qu'elle allait servir de lièvre pour toutes les autres, mais qu'elle s'en foutait parce qu'elle était beaucoup trop forte. Elle fait une 55-30 en finale, ce qui est la deuxième perf mondiale de tous les temps, dans une course où il y a ni lièvre ni wave light, et c'est une finale mondiale. Je trouve ça incroyable. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, le truc qui m'a le plus choqué, c'est que 55 minutes après avoir gagné le 800 mètres en 1,55-30, donc forcément elle a sécrété de l'acide lactique, forcément elle est allée au bout de son effort, elle était cramée. 55 minutes après, elle est dans le relais 4x4 britannique, elle prend le témoin en dernière position, donc quatrième relayeuse des Britanniques, et elle fait un split de 50 secondes et 10 centièmes, qui est le meilleur split du championnat. C'est elle qui a couru le plus vite de toutes les concurrentes sur 4x4. Pour, à titre d'information, Femke Bol a déjà fait 49,58 à Istanbul en 2023, en position de dernière relayeuse. Donc voilà, elle est à une demi-seconde de Femke Bol sur un split, mais 55 minutes après avoir couru un 800 mètres à fond, les gars. Putain, moi, ça m'a rendu fou. Kevin Hodgkinson, est-ce que je pense que c'est déjà une légende, mais elle a que 24 ans en plus. Où est-ce qu'elle va finir s'arrêter, cette jeune fille? Est-ce qu'il faut qu'elle passe, qu'elle tente des doublés 400, 800? Comment tu la vois, toi? Moi, je la vois. C'est sûr qu'on a un profil totalement différent de Femke Bol, où ça va à l'inverse, tu vois. Elle a fait Femke Bol faisait 400, elle va au 800, et là, elle a fait 800, 400, et on se rend compte que les deux épreuves, l'entraînement des deux épreuves quand même est assez proche parce que tu te rends compte que bah, quand t'es super fort au 800, t'as quand même des bases de sprint et une résistance lactique qui te donne beaucoup d'atouts au 400 mètres et inversement. Non, bah, j'ai vu son record du monde à Liévin et je m'étais dit, elle remet une couche au dernier tour et tu vois vraiment que malgré le lactique, elle arrive à appuyer au sol comme une tarée. Et c'est vrai que pour moi, dans le demi-fond, surtout dans le demi-fond de 800 mètres aux 1500 mètres, voire le 3000 mètres, j'ai l'impression qu'il y a des méthodes d'entraînement qui progressent en ce moment. Et franchement, surtout en ce moment, je trouve que les Européens progressent beaucoup. Donc je sais pas quel coach, s'il y a eu une réunion entre coachs ou quoi. Mais franchement, bah, même Azedine l'année dernière, hein, Azedine Habs qui fait 3,27 aux 1500 mètres. Bah, on a fait MK Ball au 400 qui passe aux 500. On a d'autres exemples qui montrent que, je sais pas, ça part plus fort, ça finit plus fort, la foulée est plus prof. Je trouve que avant, le demi-fond, ça attaquait beaucoup en talon. Maintenant, je trouve que c'est vachement volatile, c'est-à-dire que c'est vachement sur la pointe des pieds, ça avance vachement, le bassin est beaucoup plus, avance beaucoup plus quand, il y a tout qui est plus propre en fait, il y a tout qui est mieux. Donc, je sais pas où elle va s'arrêter. Bah juste pour confirmer ce que tu dis, Kevin, les Européens monopolisent les médailles en demi-fond. C'est bien simple. Le Kenya et l'Éthiopie n'ont eu aucune médaille sur ces championnats du monde à Toronto. Ah bah oui, C'est assez Espagne aux incroyable. 1500 mètres hommes. Ouais, ouais. Non, mais même aucune médaille, aucun podium pour l'Éthiopie et le Kenya sur les épreuves de demi-fond. C'est quand même une première de tout temps, je pense. Euh, C'est, c'est, tu l'as aussi je ça veux ou dire. pas? Tu l'as? Mariano Garcia, la mobilette là. Ouais, putain. Aucun C'est sang. vrai que tu gagnerais un jour quand on le voyait faire la mobilette sur Ah, c'est chaque clair. départ. Ah, c'est- Incroyable, incroyable. Le niveau des Européens, on le disait dans le précédent podcast, il est assez fou sur cette édition des championnats du monde parce que c'est presque des championnats d'Europe dans les championnats du monde. Sur les courses courtes, ok, il y a les Américains très très forts, on a vu certains Canadiennes sur les lancers, pas de souci, mais par contre sur tout le reste, les Européens monopolisent les podiums et ça c'est assez fou. Juste pour revenir un petit instant sur ce 800 mètres femmes, très rapidement, juste pour vous dire que certaines filles n'ont jamais battu le record de la salle à l'extérieur. Je pense pas que ce sera le cas de Kelly Hodgkinson parce qu'elle est préparée pour l'été, parce qu'elle n'a pas trop couru cet hiver, parce qu'il y a une planification sur le long terme, on le sait, qu'elle est très bien structurée avec Trevor, j'ai oublié son nom de famille, mais Trevor, Maintner. ouais, qui entraîne aussi Georgia Hunterbell, donc qui a fait un doublé championne du monde le même jour, le troisième jour des championnats du monde sur 800 et sur 1500 femmes, mais il y a cette donnée qui est importante, c'est que dans certaines salles, ça va plus vite aussi parce qu'il y a le tumbling. Il y a aussi les descentes où un peu plus cédé. Et il y a un projet, je vous le dis, de World Athletic avec en partenariat avec les pistes Mondo, le fabricant de pistes, pour essayer de créer la première piste au monde qui serait sur tumbling à Tumbling. l'extérieur. Ouais, 400. tumbling à l'extérieur. Est-ce qu'un jour ça va avoir lieu? Si c'est le cas,
toutes les performances vont être explosées. Voilà. Ah, ça m'arrangerait bien, moi. J'ai le temps de contact au sol parfait pour le tumbling, donc Ouais. je peux te dire. Non, bah c'est de la technologie, hein. De toute façon, c'est comme les pointes. On est amené à vouloir voir de plus en plus de perfs, donc forcément, ils cherchent le mieux. Ça va en favoriser certains, ça va en défavoriser d'autres. Ça, c'est sûr et certain. Comme le carbone. C'est ça. Attention peut-être aussi aux blessures, je sais pas, on voit que le carbone a créé quand même pas mal d'inflammations. Alors toutes les corrélations sont pas forcément établies, mais franchement quand on regarde un peu depuis le carbone, on n'a jamais eu autant de tendinopathie, souvent d'Achille d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Est-ce que le tumbling peut amener des blessures en plus? Je sais pas pourquoi, les foulées, ça Ça je faut sais pas. demander aux perchistes. Ouais, parce que eux l'utilisent tout Ouais, l'hiver. c'est vrai. Ouais, vraiment. Ils sont pratiquement que sur ça, donc peut-être le meilleur moyen de savoir. J'ai pas l'impression qu'il y ait autant d'effets néfastes que le carbone, surtout chez les demi-fondeurs. Le carbone chez les demi-fondeurs, ça a été descente aux enfers. Il y en a beaucoup qui reviennent juste à la mousse. Et même la mousse, des fois, il y a il y en a qui reviennent à un drop un peu moins élevé, etc. Parce que c'est petit à petit, le tendon, il perd en amplitude et bah, quand tu reviens sur les pointes, après, c'est cata. Bon, les amis, j'ai une dernière épreuve qu'on aimerait discuter avec toi, Kevin. C'est le 60 mètres haies féminin. Il y a eu un record du monde là aussi. Hein, il y a eu deux records du monde. Donc l'heptathlon masculin, on en a parlé avec Simon et Hammer. Et là, sur le 60 mètres féminin, Devine Charlton, la bahavienne, qui égale son record du monde, 7,65. On a fait dans la chambre d'appel, dans le débrief, on a déjà fait un peu l'analyse de cette course. Moi, j'ai envie de partir sur une autre question avec toi, Kevin. Une question un peu piège d'ailleurs. Prépare-toi. Devine Charlton, c'est une des plus petites de la discipline. Elle est très forte sur le 60 mètres haies, moins forte sur le 100 mètres haies. Elle n'arrive pas encore à concrétiser. Moi, j'ai envie de venir sur la hauteur des haies féminines par rapport à la hauteur des haies masculines. Euh, Est-ce que pour toi, c'est équivalent ou est-ce que, comme beaucoup d'entre nous, je pense, ça serait quand même intéressant pour l'aspect technique, en tout cas pour la beauté des haies, de passer les haies à 91 chez les filles et ça serait peut-être plus équitable entre les filles et les garçons. Moi, je pense que c'est simple. Faudrait faire un produit en croix, en fait. Tu mets la taille moyenne de tous les hommes sur Terre. Tu mets la taille moyenne de toutes les femmes sur Terre. De l'autre côté, tu mets 1,06 pour les hommes et là, tu fais le produit en croix. Il faut voir la taille que ça donne. Mais je suis sûr que c'est pas à 84 centimètres. C'est pas du tout le même sport que les hommes et c'est très dommage parce que justement, euh, s'il y a des caractéristiques chez les femmes qu'on trouve beaucoup plus chez elles que chez les hommes, c'est la souplesse et la grâce. Et on leur enlève un petit peu cette manière de s'exprimer en leur baissant les. Et j'aimerais beaucoup voir des filles sur des haies plus hautes. Je suis sûr que ce serait magnifique et plus beau que chez les hommes. Il y aurait des techniques de franchissement qui seraient beaucoup plus perfectibles chez les femmes. Et oui, ça c'est une incompréhension. C'est un peu aussi comme pourquoi les hommes font un 110 mètres haies et les femmes font un 100 mètres haies. Et ça c'est, je pense que un jour quand on a intégré le sport chez les femmes, il y avait un gros match, un gros Oui. macho qui se dit, oh non, ils y arriveront pas, vas-y, on leur enlève 10 mètres, on baisse à fond, là, sinon ils vont faire chier. Je pense qu'il y a un truc comme ça, parce que, Tu fais très bien le non, macho. non, mais c'est dommage. C'est très dommage sur les haies, parce que je pense qu'on rate un énorme spectacle et on rate, pour les actrices, une belle manière de s'exprimer. Bah, Donc, surtout que c'est vraiment, je pense, le problème, c'est vraiment ça, c'est du misogynisme, du machisme à l'époque, hein, qui était monnaie courante, parce qu'on rappelle quand même que le saut à la perche et le 3000 mètres steeple féminin ne sont aux Jeux Olympiques que depuis 2000. Ça fait que 25 ans que les femmes ont le droit de faire du saut à la perche et du 3000 mètres steeple féminin. Et
les haies, c'est pas exactement la même chose, mais la hauteur des haies, en tout cas, je pense que c'est parce qu'à l'époque, l'argument était, on a peur qu'elles tombent ou qu'elles se fassent mal. Elles sont aussi capables que des garçons de franchir des haies proportionnellement équivalentes à leur enfourchure, peut-être, par exemple. Euh, et c'est vrai que c'est quand même triste d'en être encore là. Il faudra, je pense, faire évoluer les choses. Et c'est un petit peu, peut-être que t'as pas voulu le dire, mais comme l'heptathlon féminin et le décathlon masculin. À un moment donné, Exactement. je pense qu'il va falloir mettre à jour tout ça. Et c'est un vrai sujet qui revient régulièrement chez nous, les amoureux de l'athlé, mais on aimerait que les instances vraiment s'emparent du sujet et mettent en œuvre des choses. Ça serait, à mon avis, une logique, surtout dans l'époque dans laquelle on est. La logique, elle est aussi sur tout ce qui est temps de réaction, parce qu'on le sait maintenant, les femmes, avant c'était un peu moins le cas, mais les femmes maintenant réagissent quasiment à la même vitesse que les hommes. On a les données là qui sont sorties des championnats du monde. Quand on voit Charlton, record du monde du 60 mètres haies, elle le sort en 0,147 là sur les haies. Là où Zimanski fait 0,162. Alors c'est le pire temps de réaction de la finale alors qu'il gagne en 7,40, mais ça veut dire que les femmes, elles sont capables de sortir tout aussi bien. Est-ce que, tu le sais, toi, Kevin, il y a beaucoup d'analyses qui sont sorties, beaucoup d'études où on dit que c'est 0,100 pour faire un faux départ, ok, et que avant, biologiquement ou techniquement, c'est impossible en tout cas d'arriver à avoir cette sensibilité à moins de 0,100. Il y a des nouvelles études qui disent l'inverse. Est-ce que, avec toutes les nouvelles méthodes et tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, avec ce travail des athlètes sur le temps de réaction, comment t'estimes que on est encore sur 0,100 par exemple, tu vois, c'est pas possible. J'aimerais bien les voir ces études. Ça doit être un Ouais, je suis casse-tête d'accord. énorme en fait. C'est toujours pareil. Je veux dire, c'est beaucoup plus facile d'étudier la longueur de foulée d'un athlète que son temps de réaction parce que euh, là, on parle vraiment tu te rends compte là qu'on parle du moment où le tympan vibre C'est et ça. l'action des muscles. Donc en fait, si tu veux vraiment faire l'étude pour déterminer le temps de réaction, il faudrait une caméra qui voit le tympan vibrer et qui voit le trajet nerveux du cerveau jusqu'aux muscles. Très Et pas intrusif quand même. voir que le trajet nerveux a commencé avant que le tympan y vibre. C'est toujours pareil. On n'a pas les outils. On n'a pas les outils pour l'instant. Il faudrait une IRM à vidéo au lieu d'image. Et ça n'existe pas, tout Pas encore. simplement. Ah, j'espère que ça existera. Ça arrangera beaucoup de choses et on comprendra enfin pourquoi un muscle pète et à quel moment il pète, etc. Et ça, ce sera très très intéressant. Bon, on s'éloigne un tout petit peu du sujet, les Oui. amis. Ça veut certainement dire qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait évoquer. En tout cas, Kevin, merci pour tes précieuses analyses. Là, c'était vraiment cool d'échanger. Avant de Ouais, finir, j'avais une dernière question. Excuse-moi, vas-y, je te vas-y. coupe. Je reviens sur le 60 mètres haies où on a vu, waouh, j'ai plus son nom, l'Américain totalement touché Willem Bellossian sur Ouais, la dernière Cunningham. haie. ouais. Et il y a eu quelque chose là-dessus parce que j'ai pas vu de suite Non, à ça, alors que c'est un fait de course. Après, toi, t'as vu, j'imagine, la photo, l'image arrêtée. non, j'ai regardé justement, j'ai pas voulu m'arrêter Ouais, à ça et j'ai voulu regarder. Il y a quand même un sacré ouais. déséquilibre pour Willem quoi. Et franchement, vu à combien ça se joue, j'étais dégoûté pour lui. Ouais, on se souvient c'était en 2019, hein, je crois que c'était Pascal. McLeod qui avait touché Ortega, et Ortega avait fini 7 ou 8e de la course. Il l'avait requalifié 3e ex aequo avec Pascal Martino Lagarde parce que Pascal Ouais, avait c'est ça. profité de cette touchette. C'est quelque chose qui aurait Exact. peut-être pu être fait, mais je pense que si la Fédé française n'a pas porté réclamation, c'est qu'il n'y avait Ouais, pas c'est que c'était assez pas. de matière pour. En tout cas, c'était beaucoup moins Ok. choquant que ce qui était arrivé en 2019. Oui, oui, bien sûr. Beaucoup moins Mm. choquant que je me souviens une année aussi Liu Xiang avec je sais plus quel athlète je sais plus quel athlète où voilà il lui avait vraiment pris le bras, il l'avait arrêté sur Mm. place. Ouais, ça fait partie du jeu. Peut-être qu'il était dans son couloir aussi, Cunningham, mais c'était peut-être Willem qui était un petit peu sur la droite du couloir, donc ils ont estimé que c'était Willem qui était trop proche de Cunningham. Je sais pas. Franchement, je sais Ouais, pas. franchement, sur le ralenti, Cunningham, il touche son adversaire de droite sur toutes les haies, à part la Ouais, dernière. À la Liopis. dernière, au,
à sa jambe de retour de l'avant-dernière haie, il est déséquilibré de dingue. Il va vers Willem et il touche Willem quand il passe la haie. Strike. Donc ouais, c'est pour ça, ouais. Ah, Ok, c'est sûr que très bien. c'est rageant, mais j'ai pas la vraie raison. C'est vrai qu'on pourra peut-être chercher, approfondir, mais j'ai rien vu passer à ce sujet-là en tout cas. Ça En, marche. en tout cas, merci Kevin d'avoir donné ton avis sur plein de disciplines, sur plein d'athlètes. C'est toujours hyper intéressant. Merci Stéphane. Et puis bah, nous, on se retrouve assez rapidement pour parler encore et toujours d'athlétisme. À très bientôt les amis. À plus. Salut.